Christine Tazin et moi, puisque nous l'avons écrit à deux, on s'est interrogé longtemps parce qu'on s'est dit, bon, il y a quand même un problème. On se réclame tous les deux d'une culture de gauche, comme d'ailleurs la majorité des rédacteurs de Riposte laïque. Et le problème, c'est que le combat que nous menons contre l'islamisation de la France, contre le communautarisme, combat qui vient d'ailleurs d'être confirmé par un rapport Islam et République de Gilles Kepel, qui fait que reprendre ce qu'on raconte depuis 4 ans, mais tant mieux si c'est repris ailleurs, eh bien le constat qu'on est obligé de faire, c'est que les pires adversaires qu'on trouve dans ce combat sont les gens qu'on pensait de notre camp, qu'on pensait du camp de la laïcité, sont les gens de gauche. Et donc on a ciblé essentiellement le cabinet conseil Terra Nova, qui est donc présidé par Olivier Ferrand, qui était très influent, qui est strauss-kahnien, qui était très influent dans le milieu de Dominique Strauss-Kahn, qui était donc quand même censé être le candidat de l'ensemble de ces braves gens, parce que cette primaire quand même, ça devait être une balade de santé qui allait consacrer le président du FMI comme candidat de l'ensemble de la gauche. C'est quand même extraordinaire. Et donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est Christine et moi, on est arrivés à la conclusion que nous qui nous réclamons d'une culture de gauche, la pire catastrophe qui pourrait arriver serait la victoire et surtout l'application du programme de Terra Nova, qui est quand même le programme du Parti socialiste, qui tourne complètement le dos à une culture de gauche, qui tourne complètement le dos à des notions de nation, à des notions de république, à des notions de laïcité, à des notions d'égalité, et qui prône ouvertement la substitution pour la gauche des ouvriers, le remplacement des ouvriers qui sont jugés ringards, réactionnaires, gagnés par des idéologies populistes. C'est vrai que le malheureux Jospin n'a eu 11% de voix d'ouvriers en 2002, et c'est sans doute pour ça qu'il a fait une mi-temps seulement, mais au lieu de s'interroger sur pourquoi les ouvriers votent plus à gauche, on préfère stigmatiser la classe ouvrière en la traitant de raciste, de populiste, de démagogue, et on préfère jouer réellement une politique de substitution, ce qu'Olivier Ferrand défend remarquablement, en disant remarquablement à sa façon, et avec au moins le courage de ses opinions, en disant que l'avenir de la France, c'est plus la classe ouvrière, c'est la diversité et c'est une nouvelle population. Eh ben nous, on veut pas de cette France-là. Nous sommes dans un de ces moments où il faut changer les règles du jeu. Primaire, renouvellement, parité, diversité. Pour changer la France, avec vous, le PS change. Souhaite, c'est effectivement que ce livre soit disponible dès qu'on connaîtra le vainqueur de la primaire socialiste, de laquelle par ailleurs nous pensons pique-pendre, parce que notre conception républicaine est que c'est aux militants socialistes et à eux seuls de décider quel est leur candidat, et moi si je ne suis pas au Parti socialiste, je ne vois pas pourquoi c'est à moi de le décider. On considère d'abord que les mairies ne doivent être ouvertes que pour des élections nationales, pour des échéances qui engage tout le monde et absolument pas pour un seul parti. Qu'est-ce qu'on dira demain si les Verts, dont je trouve, je dis souvent pique-pendre des Verts, mais au moins quand ils ont choisi entre Hulot et Eva Joly, ce sont simplement les militants Verts à jour de leur cotisation qui ont désigné leur candidat, et moi ça me paraît bien. Je trouve que dans tout ça, il y a une dépossession du politique, il y a un côté politique spectacle, et que ça va complètement à l'encontre de la démocratie. D'autre part, moi j'invite quand même les socialistes à s'interroger. Moi si j'étais militant UMP ou si j'étais même militant du Front National, je me demande si je n'aurais pas envie d'aller voter pour la plus mauvaise ou pour le plus mauvais candidat socialiste, et donc attention quand même aux manipulations. Donc moi je suis désolé, je suis peut-être de la vieille école, mais je considère que les militants payent une cotisation et que le fait de payer une cotisation leur donne le droit de désigner leur candidat, point quoi. Et donc bien évidemment toute la bobocratie, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est primaire devant le peuple, c'est formidable, c'est pas ça la démocratie, la politique c'est pas du spectacle. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que j'entends parler ici de quelque chose de pas clair, multiculturel. Ah non, pas communautariste, mais multiculturel. Alors il faut être bien clair sur ce qu'on accepte du multiculturalisme. Moi je vous le dis franchement, une société multiraciale, tout de suite. Une société multiculturelle, ça commence où et ça s'arrête où? Je considère qu'on est français quand on adopte la culture française, les valeurs, et ces valeurs
Je trouve qu'on les a bien mal défendus depuis 30 ans au nom du multiculturalisme. Je ne peux évidemment, à ce moment de mon intervention, que féliciter la lucidité exprimée par Elisabeth Badinter dans un article publié dans Le Monde des religions, dans lequel elle a déclaré, en dehors de Marine Le Pen, « Plus personne ne défend la laïcité ». Au sein de la gauche, le combat a été complètement abandonné, si ce n'est par Manuel Valls, qui, à mon avis, n'aura pas un grand espoir non, ça c'est moi qui dis qu'il n'aura pas un grand espoir dans les primaires. Et elle continue. La gauche a laissé s'installer l'équation suivante. Défense de la laïcité égale racisme. Eh bien, elle a raison. Elisabeth Badinter a dit tout fort ce que de nombreux concitoyens constatent, c'est-à-dire que les milieux laïcs traditionnels font une conférence de temps en temps, où bien évidemment cette conférence, on raconte l'offensive du Vatican, que c'est extrêmement grave et que le Vatican veut renier la laïcité en France. Bien évidemment, dans ces conférences, il n'y a jamais un mot sur l'islam, parce que faut surtout pas toucher la religion des pauvres. Et donc, Elisabeth Badinter n'a fait que dire que sur l'islamisation de la France, la seule femme politique qui a le courage de monter au créneau, c'est Marine Le Pen, même si c'est le contraire. La laïcité n'a pas été historiquement le fonds de commerce du Front National, c'est le moins qu'on puisse dire, avec tous les intégristes catholiques qui y sévissaient. Bon, malgré tout, on a assisté à une remise au pas d'Elisabeth Badinter absolument extraordinaire. Le Grand Orient est monté au feu, dans le genre, attendez, et nous, vous voyez pas tout ce qu'on fait. Et puis, Elisabeth Badinter a été sommée de rentrer dans le rang, et le commissaire politique Askolovitch, dans Le Point, effectivement, lui a fait une interview où elle nous qualifie de facho, où elle dit du mal de Marine Le Pen. Bon, ça ressemble réellement presque à des espèces d'aveux de Moscou, les accusés de Moscou qui font dans les traités, dans les procès de Moscou qui font repentance. D'autre part, moi je m'interroge sur le vocabulaire d'Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter aurait dit fasciste, mais n'aurait pas dit facho. Donc je m'interroge sur la manipulation possible d'une telle interview. Par ailleurs, j'ai écrit le soir même à Elisabeth Badinter pour avoir confirmation de ses propos. Elle s'est drapée dans un silence plutôt méprisant, et je vous ferai remarquer qu'on a fait dans Riposte laïque quelques mises au point. Je trouve que tous les combats menés jusqu'à maintenant par Elisabeth Badinter, le fait qu'elle n'a franchement plus rien à prouver, méritait autre chose que cette piteuse volte-face. Elle a été exceptionnelle en 1989 lors de l'affaire du voile, la première affaire du voile à Créteil. Elle a fait partie des rares philosophes qui ont condamné la lâcheté de la gauche et qui ont réclamé l'interdiction du voile à l'école. Elle a été encore extraordinaire quand elle a été auditionnée par la mission parlementaire sur le voile intégral, et justement les qualités d'Elisabeth Badinter, moi je trouve, sont telles qu'elle n'a pas à s'abaisser, à hurler avec les loups contre Riposte laïque. C'est pas digne d'elle et du combat qu'elle a mené. Le message est inscrit sur la porte de la mosquée. À partir de demain, ces portes resteront closes pour la prière du vendredi. Les fidèles devront se rendre à quelques rues de là, dans le 18e arrondissement de Paris. Dans ces locaux, une ancienne caserne de pompiers réhabilitée en mosquée, une proposition qui fait l'unanimité dans le quartier. Pourquoi pas, si c'est un lieu adapté en tous les cas, et si s'il est accepté par la majorité des musulmans, pourquoi pas, ouais. Le nouveau lieu c'est bon parce que là-bas c'est grand, les gens prient dedans, on ne prie pas dehors. Un nouveau lieu de prière qui a un objectif, désengorger les mosquées du quartier de la Goutte d'Or et mettre fin aux prières dans la rue qui seront interdites dès ce soir minuit. Dans une interview au Figaro, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant précise qu'il n'exclut pas l'usage de la force si nécessaire. Sur le site du nouveau lieu de prière, plus de 2500 fidèles musulmans pourront être accueillis et à quelques heures de l'ouverture des portes, tout n'est pas encore terminé.
Alors nous, on n'est pas des jusqu'au-boutistes. On sait prendre en positif ce qui existe. C'est-à-dire que le fait que Guéant, qui est le 3e ministre de l'Intérieur de Sarkozy, ait enfin pris ce dossier à bras-le-corps, que ça soit par une sincérité ou que ça soit par un calcul électoral, peu importe. Le fait qu'il l'ait fait alors qu'Hortefeux et Alliot-Marie n'avaient rien fait auparavant, on a envie de lui donner un bon point. L'autre chose, c'est le fait qu'un Vaillant, le maire socialiste du 18e, ait osé dire récemment dans une interview que jamais un électeur du 18e ne s'était plaint de ses prières et qu'il ait toujours eu un discours victimaire disant que les malheureux, c'est parce qu'ils n'avaient pas de mosquée. Bon, c'est accablant pour Vaillant, qui a été le ministre de l'Intérieur de Jospin, qui n'a fait qu'une mi-temps en 2002, parenthèse. Maintenant, il y a quand même des choses scandaleuses. C'est-à-dire qu'on donne une caserne aux musulmans. On donne une caserne qu'on transforme en mosquée. Je laisse tomber sur tout le cinéma qu'ils ont fait, que c'était pas digne de la religion musulmane, que la caserne n'était pas orientée vers la Mecque, qu'il fallait mettre plus cher et tout. Bon, ils ont fini par y aller. C'est intéressant de regarder le prix de location. C'est-à-dire que ces gens-là vont louer un 2000 mètres carrés dans Paris pour un loyer de 30 000 € par an. Pour vous donner un ordre d'idée, Jean-Luc Mélenchon, dans son local de campagne au Lilas, va louer 700 mètres carrés pour un loyer de 120 000 € par an. C'est-à-dire que quand vous regardez au mètre carré, ça signifie que Mélenchon, pour quand même une tâche républicaine, va payer 7 fois plus le mètre carré que les musulmans. L'autre élément, c'est très franchement, est-ce que dans Paris, une caserne, en admettant qu'elle ne serve à rien d'autre pour l'État, est-ce qu'elle n'avait pas d'autres intérêts pour la population et pour l'ensemble de la population, que ça soit des logements sociaux, que ça soit héberger des SDF, que ça soit pour tout autre intérêt nécessaire à la collectivité, à l'ensemble des citoyens de Paris, que de faire une mosquée alors qu'il y a déjà plein de mosquées dans Paris et que celles-ci sont vides. Donc c'est quelque part une récompense aux délinquants musulmans qui pendant 15 ans ont violé les lois de la République. Et bien la République leur offre une mosquée finalement. Le message, c'est vous avez bien fait de tricher.